Bonjour, nous sommes ici pour présenter le Master 2 Droit de la concurrence et des contrats de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en présence de Madame le professeur Muriel Chany, directrice du Master, de Diane, qui est ancienne étudiante du Master, promotion 2017-2018, et de Julien, qui est étudiant actuel de la promotion 2018-2019 et qui est élève avocat. Nous allons commencer par une courte présentation du Master sur donc notamment le thème de la sélection, mais avant tout, donc en 1 minute, vraiment une présentation de la directrice du Master 2. Alors le Master 2 droit de la concurrence et de droit des contrats est une formation d'excellence qui combine les avantages d'une spécialisation poussée en droit de la concurrence et en droit de la distribution avec une formation plus généraliste en droit des contrats. L'ADN du Master finalement c'est l'alliance de la théorie et de la pratique qui se manifeste aussi bien dans les enseignements que plus encore dans les enseignants, dans le corps professoral qui est composé de praticiens extrêmement renommés mais aussi d'universitaires. Chacun d'eux ayant finalement une expérience aussi bien de la théorie que de la pratique. Et puis, peut-être un dernier mot, puisqu'il est question de sélection, on a fait le choix d'un effectif restreint qui permet de réaliser finalement du sur-mesure, de manière à accompagner les étudiants, chaque étudiant finalement au plus près de son souhait professionnel. Pour commencer sur ce thème de la sélection, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un profil idéal pour le master ou des profils idéaux? Alors, il n'y a pas un profil idéal, effectivement, mais plutôt des profils, comme d'ailleurs cela se ressent quand on regarde tous les étudiants qui se sont succédés au fil des promotions. Bien évidemment, beaucoup d'entre eux ont un parcours universitaire classique, qu'ils viennent de Paris 1, Paris 2, Montpellier, Aix-en-Provence, Nanterre et bien sûr, sans oublier Paris-Saclay. D'autres ont en revanche un profil un peu plus hétérogène. Ils peuvent venir d'écoles de commerce, d'un IEP, ou encore on a aussi régulièrement des étudiants qui viennent d'une université étrangère. Cette année, nous avons une colombienne par exemple dans la promotion. Alors avant d'avoir le témoignage des étudiants du Master, actuels ou anciens, est-ce que vous pourriez nous dire à quel élément vous accordez plus d'importance? Est-ce que c'est plutôt les notes? Donc Julien qui est major de promotion, vous recherchez que des majors de promotion ou plus des personnes moins classées? Quelles sont les chances? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faut que tout étudiant qui a vraiment envie de présenter sa candidature le fasse, parce que en réalité, bien sûr, le cursus universitaire a beaucoup d'importance, je ne vais pas vous mentir, mais on tient également le plus grand compte de la personnalité de l'étudiant, de sa motivation, de son projet professionnel, et c'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle il y a un entretien oral qui a une grande importance dans le choix de la promotion à venir. Est-ce que par exemple vous recherchez des étudiants qui ont déjà voyagé, qui ont étudié à l'étranger ou pas forcément? Alors, c'est évidemment un plus, ça fait partie des choses qui sont extrêmement enrichissantes et pour l'étudiant et donc également pour ce qu'il va apporter à la promotion, mais il n'est pas non plus nécessaire d'être parti à l'étranger pour avoir sa chance dans le master. En réalité, je crois que chaque promotion montre une réelle diversité et c'est aussi ce qui en fait la force et la richesse. Pour Julien et Diane, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, dire votre parcours, éventuellement si vous avez déjà voyagé? Et si vous parlez bien anglais, qu'on puisse savoir si le niveau est élevé ou pas. Oui, donc moi je suis Diane Ferré, donc ancienne étudiante de la promotion. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Madame Chany. Je trouve que c'est très important d'avoir un dossier, un prérequis. Il y a un prérequis qui est vraiment nécessaire. Enfin, ça, on va pas le nier dans les dossiers. Donc, effectivement, c'est tout ce que tu viens d'évoquer, à savoir les notes, le rang, etc. Maintenant, ce qui est très appréciable, j'ai trouvé que c'était vraiment la richesse de ce master, et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai postulé personnellement, c'est qu'il n'y a pas que un dossier, justement, qui est pris en compte, mais qu'il y a beaucoup plus, c'est-à-dire une personnalité derrière. On le voit au cours du processus de recrutement, où Madame Chany accorde beaucoup d'importance justement à la personnalité des futurs étudiants. Et ça se ressent après dans la promotion, et c'est ce qui fait une promotion très riche, très agréable et forcément très diversifiée dans les profils. En ce qui concerne l'anglais, personnellement, je n'ai jamais fait de LLM ou
voyage à l'étranger, du moins que je pourrais présenter comme un avantage dans mon parcours. Mais comme je le disais sur la diversité des parcours, je pense que tout peut se faire, tous les profils sont à faire valoir. Est-ce que vous avez passé par exemple le TOEIC, le TOEFL, le l'IELTS ? Pas personnellement. D'accord, c'est bon à savoir, merci. Et Julien ? Alors effectivement, vous parliez d'un voyage à l'étranger ou d'études complémentaires à l'étranger. J'ai à titre personnel étudié aux États-Unis pendant 1 an. Et bien que ce ne soit pas un prérequis, ça peut permettre, au-delà des entretiens, etc., de pouvoir participer à l'occasion du Master 2 à certains projets et notamment mettre en avant ce niveau de langue acquis auparavant. Mais ce n'est pas un prérequis. Comme beaucoup d'autres expériences ultra professionnelles ou professionnelles, ça peut permettre d'être un atout parmi d'autres, comme des expériences associatives ou autres. Peut-être si je peux rajouter quelque chose à propos des langues. Dire qu'effectivement on parle beaucoup de l'anglais et évidemment c'est d'abord l'anglais que l'on prend en considération dans le master, mais la pratique d'une autre langue étrangère est également un plus. Je pense à la promotion de cette année au sein de laquelle nous avons, outre effectivement quelqu'un qui parle espagnol couramment parce que c'est sa langue maternelle, mais nous avons plusieurs personnes effectivement qui ont une excellente pratique de l'espagnol ou encore une autre personne qui est bilingue en allemand, je crois. Donc voilà, c'est un élément qui peut être mis en avant comme d'autres. Alors sur un autre thème, est-ce qu'au niveau de la répartition des cours, premier semestre et second semestre, pensez-vous ou êtes-vous ouverte à l'idée des étudiants qui passent le CRFPA ? Alors, je suis absolument favorable à ce que les étudiants passent le CRFPA au moment où ils le souhaitent. Autrement dit, cela peut se faire aussi bien au moment avant l'entrée du master et on essaie d'aménager un petit peu les choses pour que ceux qui sont admissibles puissent avoir toutes les chances de leur côté au moment des oraux. Et puis également pendant l'année, il y a également des possibilités de préparer le CRFPA pendant l'année. Enfin, certains justement qui réussissent leur examen d'entrée à l'école, font le master en PPI l'année même. C'est le cas de Julien, je pense. Voilà, ça fait la transition toute trouvée. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez juste nous dire s'il est simple d'articuler le Master 2 et éventuellement la recherche de stage ? Pour ce qui est de la recherche de stage, oui, on est accompagné finalement dans le Master 2. Donc au-delà des partenariats qu'on peut avoir et pour lesquels on bénéficie finalement du rayonnement de la formation, on est accompagné. On a des enseignements et des intervenants extérieurs qui nous aident à construire nos lettres de recommandation, à construire nos CV et à passer des entretiens. Et donc voilà, c'est à la fois facilité et en termes d'emploi du temps, également, on nous autorise et on nous offre la possibilité de passer des entretiens, de s'absenter ponctuellement pour pouvoir passer un entretien et donc mettre toutes les chances de notre côté finalement pour obtenir un stage. Et pour revenir sur la question du CRFPA, effectivement, autant finalement pour les étudiants qui passent l'examen entre leur Master 1 et leur Master 2 et ceux qui souhaitent le passer à la fin de la formation, l'emploi du temps est également facilité. On a des facilités donc d'emploi du temps puisque on peut se permettre en autonomie, le professeur Muriel Chani nous le permet en tout cas, d'aménager nos emplois du temps afin de mettre toutes les chances de nos côtés. Et c'est ce qui s'est passé à titre personnel pour les épreuves d'admission et d'admissibilité. En dehors du CRFPA, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire ou Madame Chani si vous êtes ouverte à cette idée, est-ce que certains étudiants peuvent envisager de faire un stage en parallèle du Master 2 ? Sur le plan des principes, c'est possible. En même temps, c'est assez difficile parce qu'il y a tout de même beaucoup de cours dans le master. Donc c'est un choix. On a fait le choix d'avoir beaucoup de cours et d'avoir en même temps une promotion réduite, ce qui fait qu'effectivement on ne peut pas se permettre d'avoir la moitié de la promotion qui est en stage. Donc ça c'est un petit peu compliqué. En revanche, on fait le choix de finir l'année relativement tôt, de façon à avoir la plus large amplitude possible de recherche de stage à la fin de... Mais ça fait partie des réflexions qu'on pourrait avoir pour le futur. Cette fois-ci, au niveau de la sélection, donc vous aviez parlé tout à l'heure d'un entretien qui est réalisé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
L'entretien fait suite à une première sélection des dossiers, parce qu'on reçoit plus de 400 dossiers, donc on ne peut pas entendre 400 personnes, ou plus de 400 personnes. Pour combien de places, excusez-moi, dans le master ? 20. La sélection, à l'occasion de l'oral, s'effectue devant un jury. Donc ce jury, j'y siège de manière constante depuis le début du master, et je suis toujours accompagnée d'au moins une autre personne. Alors il peut s'agir d'un enseignant, universitaire ou praticien, à l'instar de, si je prends l'exemple de l'année dernière ou encore de cette année, de Irène Luc, qui intervient dans le master et qui donc est dans le jury de sélection. Et puis, il peut également s'agir d'un ancien étudiant. Donc l'année dernière, c'était le président de l'association des anciens, effectivement, qui a fait passer avec moi l'ensemble des entretiens. Et puis, il peut aussi s'agir d'un doctorant qui a fait le master. Voilà, c'est un petit peu... Cela varie suivant les années, mais disons que le seul élément invariant, c'est moi. D'accord. Ce qui est logique puisque vous êtes la directrice du master. Est-ce que vous avez des ressentis sur vos entretiens personnels, si vous avez des anecdotes ou des conseils à donner ? Alors anecdote peut-être pas, mais maintenant c'est vrai que moi j'ai eu donc le jury composé de Muriel Chani ainsi que d'un doctorant. C'était un entretien agréable, en plus sous la forme de discussion qui mettait vraiment à l'aise. Le but n'étant pas de piéger la personne, loin de là, mais au contraire de valoriser ses compétences ou du moins de trouver cette personnalité justement qui pourra enrichir le master. Voilà, donc c'est vraiment très bienveillant et il n'y a aucune forme de pique ou autre chose. C'est un moment agréable et bon, il faut se vendre bien sûr. Ça reste pour un projet professionnel donc évidemment, mais voilà. Et Julien, vous l'avez vécu comment vous personnellement ? Un peu de la même façon, c'est-à-dire que voilà, c'est de la bienveillance derrière le profil de l'étudiant que le jury aura découvert à travers les dossiers écrits. Finalement, ils vont essayer d'aller chercher la personnalité de l'étudiant, qu'est-ce que l'étudiant pourra apporter à la formation, apporter à ses camarades de promotion, qu'est-ce que le master pourra apporter à cette personne-là également, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des personnes pour lesquelles la formation ne serait pas utile. Donc voilà, c'est vraiment aller chercher au plus profond des étudiants qui se présentent le meilleur d'eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils seront amenés à apporter à la formation. D'accord. Madame Chani, un mot ? Si je peux me permettre, effectivement, l'objectif de cet entretien, bien sûr, c'est de choisir les étudiants qui vont composer la promotion, mais c'est à cette occasion, cela permet effectivement de vérifier ensemble l'adéquation de la candidature et de ce que peut apporter le master. En fait, ça marche dans les deux sens, c'est réciproque. Et puis, ça peut être aussi l'occasion, parfois, d'évoquer, pour ceux qui peuvent envisager une thèse, d'évoquer déjà, j'ai des souvenirs, effectivement, de sujets de thèse qui ont pu être évoqués, ou encore d'évoquer aussi le stage envisagé, parce que dans certains cas, c'est bien d'anticiper et je crois qu'à l'avenir, il va falloir de plus en plus anticiper sur les stages. Et donc, cet entretien peut aussi être l'occasion d'anticiper sur les stages. Est-ce que vous avez des exemples de questions posées au cours de cet entretien ? Des questions techniques, plutôt de personnalité ? Non, alors, il ne s'agit pas effectivement du tout de soumettre les étudiants à une sorte de QCM en droit de la concurrence et en droit des contrats. Ça n'est pas du tout l'objet. L'idée n'est pas du tout de piéger, mais plutôt vraiment de se faire une idée de la personnalité du candidat, de sa motivation à intégrer le master, parce que bien sûr, il y a de la concurrence entre les masters et certains étudiants peuvent avoir une préférence pour d'autres masters, ce qui est tout à fait légitime. Et donc l'idée, c'est de voir finalement la motivation, l'adéquation. L'idée étant de s'assurer finalement qu'ils ont envie d'intégrer le master de droit de la concurrence et des contrats, ce qui en fait la spécificité d'ailleurs par rapport à la concurrence. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà fait du droit de la concurrence avant d'intégrer le Master 2, mais est-ce que quelqu'un qui n'aurait jamais fait droit de la concurrence, qui ne saurait pas du tout à quoi s'attendre, est-ce qu'elle aurait ses chances au sein du Master ? Effectivement, la plupart des étudiants qui intègrent le Master ont déjà suivi des enseignements de droit de la concurrence, voire des enseignements de droit de la distribution. Pour autant, il n'est absolument pas exclu d'intégrer le Master en n'ayant pas fait ou en ayant simplement un très léger vernis de droit de la concurrence. C'est tout à fait concevable, ne serait-ce que parce que, comme je vous l'ai dit, on prend régulièrement des étudiants étrangers. Et donc, Camilla, par exemple, ne
connaît pas par définition, ne connaissait pas avant d'intégrer le master le droit de la concurrence français et européen. D'accord. Moi personnellement, je n'avais pas fait énormément de droit de la concurrence à Montpellier. Enfin, j'étais à l'université de Montpellier avant, et c'est vrai que j'avais fait plus de contrats et de distribution. Et c'est justement tout l'intérêt du master aussi, c'est de pouvoir combiner ces deux matières, ce qu'on retrouve nulle part ailleurs, et donc qui est vraiment intéressant et très enrichissant. Donc c'est cette complémentarité qui fait vraiment la richesse du master et qui est recherchée. Un dernier mot sur le master ou sur les matières ou sur n'importe quel sujet? Un dernier mot sur le master. Eh bien, en réalité, ce qui fait la richesse du master, ce sont ses enseignants. Et je voudrais en profiter pour remercier tout le corps enseignant, et puis ses étudiants et plus encore ses anciens, parce qu'effectivement le master est en quelque sorte une grande famille dans laquelle on rentre et que l'on ne quitte jamais en quelque sorte. Je vous remercie en tout cas pour ces retours très enrichissants et à bientôt. Merci à vous.